Je m'appelle Audrey Nichols, et j'avais 34 ans, la nuit où mon téléphone s'est allumé, à 22h11. L'écran affichait « Lily, urgence seulement ». Elle avait 8 ans. J'ai décroché à la première sonnerie, et, sous les grésillements et le bruit de la pluie, j'ai entendu une petite voix. Presque un murmure. Je suis toute seule, tata. J'ai tellement faim. S'il te plaît, viens. Ma nièce était censée être en sécurité. Elle vivait à 2 heures de route, chez mes parents, à Hartsboro. Là-bas, ils avaient passé une année entière à me répéter qu'elle s'épanouissait. J'attrapais déjà mes clés. Ce que j'ai découvert, en entrant dans cette cuisine, m'a fait bouillir le sang. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Je gagne ma vie, en comptant l'argent. Et chaque euro qu'une personne dépense, laisse une trace. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories, l'endroit où des gens ordinaires font face à des choix familiaux impossibles. Et où le courage silencieux finit par triompher de la cruauté. Si vous êtes ici, pour des histoires où l'on prend la défense de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai conduit pendant 2 heures entières, avec les essuie-glaces à fond, et les mains crispées sur le volant. Les gens qui me connaissent, vous diront que je ne panique jamais. J'ai quitté la maison à 18 ans, avec 2 valises, et une bourse d'études. Bourse que j'avais à moitié méritée, et à moitié mendiée. Et j'ai construit, petit à petit, un modeste cabinet d'expertise comptable judiciaire. Un client à la fois. On apprend une certaine tranquillité, en faisant ce travail. On apprend que crier ne permet jamais de retrouver l'argent disparu. La patience, si. Alors, je n'ai pas crié. J'ai simplement conduit. Mais quelque part, après avoir franchi la limite du comté. Je me suis permis de poser la question, que j'évitais depuis des mois. Comment une enfant s'est-elle retrouvée, à appeler sa tante sur un téléphone à clapet rose et fissuré, à 22 heures? Je lui avais moi-même offert ce téléphone. Un appareil prépayé bon marché, le Noël suivant le décès de sa mère. Ma mère s'en était moquée. Elle nous, avait dit Carole. Pourquoi aurait-elle besoin d'un téléphone? J'avais insisté, malgré tout. Une vieille habitude. Je suis celle, dans la famille, qui prévoit toujours la chose, que personne ne croit possible. Pendant 1 an, j'avais demandé à venir la voir. Et l'on me répondait toujours la même chose, avec la même voix chaleureuse. Lily prenait ses marques. Lily avait besoin de routine. Trop de visage, risquait de la perturber. J'avais proposé de la prendre pour un été. Et mon père m'avait répondu, une enfant a besoin d'un seul foyer, pas d'un moulin à vent. Je les avais crus, parce que les croire était plus facile. Et parce qu'ils étaient ses grands-parents. Et aussi, parce que l'alternative m'empêchait de dormir la nuit. La pluie tombait plus fort, près de Hartsboro. Je me répétais que je réagissais de manière excessive. J'ai rarement eu autant tort, et rarement autant raison, dans la même heure. La lumière du porche était éteinte. Ce fut la première chose. Mes parents vivaient dans cette maison, depuis 30 ans. Et la lumière du porche n'était jamais éteinte. Car Carole disait qu'un porche sombre, ça faisait pauvre. J'ai frappé, puis j'ai essayé la poignée, et la porte s'est ouverte. À l'intérieur, la maison était froide. De ce froid particulier, qui s'installe quand personne ne paie pour du chauffage, s'il n'y est pas obligé. Lily était assise sur la dernière marche de l'escalier, vêtue d'un t-shirt fin, et de chaussettes. Le téléphone à clapet, serré à 2 mains, comme s'il risquait de s'envoler. Elle m'a regardé, et elle n'a pas pleuré. C'est cette partie-là, qui m'a anéanti. Une enfant de 8 ans, qui a appris à ne pas pleurer, a appris quelque chose, qu'aucun enfant de son âge ne devrait savoir. Ils sont allés au casino, a-t-elle dit. Grand-mère a dit qu'il rentrerait tard. Je lui ai demandé, quand est-ce qu'elle avait mangé pour la dernière fois. Elle a dû y réfléchir. Ce qui était déjà une réponse, en soi. Je suis allé dans la cuisine, et j'ai ouvert le réfrigérateur. La lumière s'est à peine allumée, et l'intérieur bourdonnait, au-dessus de presque rien. Une brique de lait périmé de 3 jours, une bouteille de ketchup. Le croûton d'un pain de mie, dans un sac fermé par un lien. J'ai vérifié le congélateur, puis le garde-manger. Le garde-manger était cadenassé. Un garde-manger d'enfant,
fermée par un cadenas. Dans une maison où un écran plat flambant neuf brillait dans la pièce d'à côté. J'ai préparé des œufs brouillés pour Lily, avec les 2 seuls œufs qui restaient dans la porte du frigo. Et pendant qu'il cuisait, elle a sorti de son sac à dos un sachet en plastique rempli de biscuits salés écrasés. Elle l'a posé sur le comptoir. Avec précaution, comme quelqu'un qui rationne ses provisions. Au cas où, a-t-elle dit, sans terminer sa phrase. Puis, les phares d'une voiture ont balayé le mur de la cuisine. Une portière a claqué, et j'ai entendu ma mère rire, sur l'allée devant la maison. Carole est entrée la première, riant encore de je ne sais quoi. Un sac de grand magasin, accroché au bras. Elle m'a vu, et son rire s'est arrêté net. Comme un disque rayé, qu'on soulève de l'aiguille. Audrey, que fais-tu là? Ce n'était pas vraiment une question. Mon père a suivi. Roi, plus carré et plus lent. Sentant la fumée de cigarette, et la salle de casino. Il n'a pas dit bonjour. Il a regardé les œufs, dans l'assiette de Lily. Puis il m'a regardé, et sa mâchoire s'est crispée. J'ai gardé un ton égal. J'ai demandé pourquoi le garde-manger était fermé à clé. Pourquoi il n'y avait pas de nourriture. Et pourquoi une enfant de 8 ans était seule à la maison à 22 heures. Le visage entier de Carole s'est recomposé, pour afficher une patience blessée. Ce n'est pas un bébé, Audrey. Elle sait qu'elle doit appeler, s'il y a le feu. J'ai posé la question à nouveau, concernant la nourriture. Et ma mère a prononcé cette phrase, que j'entendrai dans mon sommeil, pour le reste de mes jours. Elle l'a dit avec légèreté, comme si cela réglait tout. Elle est nourrie. Elle est logée. De quoi une enfant a-t-elle besoin de plus? J'ai regardé la nouvelle télévision. J'ai regardé Lily, qui s'était figée, au-dessus de son assiette. Roi s'est interposé, entre moi et les escaliers. Sans me toucher, plaçant simplement son corps, en travers du chemin, tu as quitté cette famille, a-t-il dit. Tu n'as pas ton mot à dire. J'ai compris, debout dans cette cuisine glaciale, qu'ils avaient répété cette scène. Pas ces mots exacts, mais l'attitude. Cette certitude, que j'étais l'intruse, et qu'ils étaient les victimes. J'ai audité des personnes, qui avaient détourné des fonds pendant une décennie. Tout en souriant au pique-nique de l'entreprise. Et je connais la différence, entre la culpabilité et le sentiment d'injustice. Ils ne se sentaient pas coupables. Ils se sentaient dérangés. J'ai ramassé mon manteau. Je n'abandonnais pas Lily. Pas vraiment. Je partais, pour faire la seule chose, qui ait jamais fonctionné pour moi. En sortant, je l'ai vue. Posée contre la corbeille à fruits, sur le comptoir de la cuisine, là où auraient dû se trouver les fruits. Une brochure de croisière sur papier glacé. Le genre avec un couple habillé en blanc, se découpant sur un coucher de soleil. Les bords étaient nets, rien ne semblait vieux. Cette nuit, dans les Caraïbes, avec cabine-balcon. À côté, un reçu de grand magasin, et le manuel de la nouvelle télévision, encore dans son emballage plastique. Je n'ai rien touché. J'ai simplement regardé. De la même manière qu'on regarde un bilan comptable, quand une ligne ne correspond pas aux autres. Il y avait là un foyer, qui n'avait pas les moyens de garder 2 œufs, ni d'acheter un manteau à la taille d'une enfant de 8 ans. Et il y avait là, une croisière de 7 nuits, avec balcon. J'ai passé ma carrière entière, à scruter exactement cette distance. L'écart entre ce qu'une personne prétend pouvoir s'offrir, et ce qu'elle dépense réellement. Cet écart signifie toujours quelque chose. Carole m'a surprise, en train de regarder. Nous travaillons dur, a-t-elle lancé, d'un ton sec à présent. Nous avons le droit à de belles choses. Personne ne leur avait dit le contraire. J'ai souhaité bonne nuit à Lily. Je me suis accroupi, et je lui ai dit doucement, que je l'appellerais demain sur son téléphone. Et qu'elle devait le garder chargé, et près d'elle. Elle a hoché la tête. Sa grand-mère nous observait, les bras croisés. Dans la voiture, je suis resté assise pendant 1 minute entière, avant de tourner la clé. Et j'ai fait ce que je fais toujours, quand un chiffre refuse de me laisser en paix. Je l'ai noté. Croisière avec balcon, cette nuit. Nouvelle télévision. Garde-manger cadenassé. Réfrigérateur vide. Une enfant qui rationne des biscuits salés. Je ne savais pas encore d'où venait cet argent. Mais je savais qu'il venait bien de quelque part.
Et je savais que les enfants ne génèrent pas de revenus. Et je savais exactement qui, dans cette maison, pensait que je n'irais jamais vérifier. Tout mon être voulait porter Lily jusqu'à la voiture, à cet instant précis. Je veux être honnête à ce sujet. Parce que je pense que beaucoup de gens l'auraient fait, et je ne les blâme pas. Mais je savais très bien ce qui se passerait si je le faisais. Ils étaient ses tuteurs légaux. J'étais une tante sans statut juridique, avec une avance d'environ 40 minutes. L'emmener aurait été qualifié d'enlèvement, dans n'importe quel tribunal de cet État. Et cela leur aurait offert la seule chose qu'ils n'avaient pas encore. Une raison de me dépeindre comme la personne instable. Le système qui faisait défaut à Lily était le même système dont j'aurais besoin pour la sauver. Et on ne bat pas un système en l'enfreignant. On le bête en le connaissant mieux que les personnes qui s'y cachent. J'ai donc conduit les 2 heures pour retourner à Belhaven. La mâchoire douloureuse à force de la crisper. Et, quelque part à mi-chemin, la comptable en moi a pris le relais sur la sœur et la tante. J'ai cessé de ressentir, et j'ai commencé à écouter. Que savais-je réellement? La mère d'une enfant était décédée. Une enfant était négligée. Pas battue. Négligée. Ce qui est plus silencieux, plus difficile à prouver, mais tout aussi réel. Et il y avait de l'argent dans cette maison, qui n'avait rien à y faire. Je n'élève pas la voix. Je constitue un dossier. Au moment où je me suis garé dans mon allée, à près de 2 heures du matin, je n'étais plus furieuse. La fureur finit par s'éteindre. J'étais devenu quelque chose de plus froid, et de plus utile. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai préparé un café, dont je n'avais pas besoin. Et j'ai commencé à faire le seul type de fouille, pour lequel je suis doué. Celui qui ne laisse aucune empreinte digitale. Parce qu'il ne touche jamais à rien d'autre qu'à la vérité. Voici ce que j'ai pu reconstituer, au cours des 2 jours suivants. Entre les dossiers de clients, et un cruel manque de sommeil. Lorsque la mère de Lily, Ruth, est décédée dans cet accident, il y a 2 ans. Lily est devenue éligible aux prestations de survivants de la sécurité sociale. Un enfant qui perd un parent actif reçoit un chèque mensuel jusqu'à sa majorité. Ce n'est pas de la charité. C'est l'argent que Ruth a cotisé toute sa vie, mis de côté exactement pour cela. Quelqu'un doit le recevoir au nom de l'enfant. Un bénéficiaire représentatif. Et ce quelqu'un est légalement tenu de le dépenser pour l'enfant. Nourriture, vêtements, logement, soins médicaux. Tout ce qui reste est censé être épargné pour l'enfant, au nom de l'enfant. Je savais déjà qui était le bénéficiaire représentatif, avant même de le confirmer. Ma mère avait rempli les papiers, dans le mois qui avait suivi les funérailles. En plus des prestations de survivants, il y avait une allocation de garde pour les proches, versée par l'État. Un montant mensuel plus modeste, versé aux proches qui élèvent un enfant. Afin que celui-ci ne finisse pas en famille d'accueil. 2 flux d'argent. Tous 2 avec un seul objectif. Tous 2 s'écoulant dans une maison, avec un garde-manger cadenassé. Et voici le détail qui m'a retourné l'estomac, tout en aiguisant ma concentration. Un bénéficiaire représentatif qui est le propre parent de l'enfant, est exempté de déposer un bilan comptable annuel. Un grand-parent ne l'est pas. Carole était tenue, chaque année, de déclarer au gouvernement, très exactement comment elle avait dépensé cet argent. Je me suis demandé, assise là à 2 heures du matin, si elle l'avait jamais fait. Je me suis demandé ce qu'une année de cette comptabilité montrerait, si jamais quelqu'un l'obligeait à la produire. Je suis très doué pour obliger les gens à produire des documents. La question n'était plus de savoir si de l'argent manquait. La question était de savoir combien. Et comment j'allais le prouver, sans jamais élever la voix. J'ai d'abord essayé la manière douce. Je veux que cela soit consigné, également. Parce que les gens qui aiment le contrôle, raconteront toujours l'histoire, comme si vous les aviez attaqués avec des couteaux. J'ai appelé ma mère un dimanche après-midi, et j'ai gardé une voix posée. Je lui ai dit, j'adorerais prendre Lily pendant un moment. Pour vous donner une pause. Et pour la mettre à jour, dans ses visites médicales. J'ai même proposé d'envoyer de l'argent pour les courses, chaque mois. Sans condition, juste pour aider. La voix de Carole a refroidi de 10 degrés, en 3 secondes. Nous n'avons pas besoin de ton argent, Audrey.
J'ai répondu qu'il ne s'agissait pas de besoin. Il s'agissait de Lily. Lily va très bien. Tu l'as vue lors d'une mauvaise soirée, et tu as décidé que tu savais mieux que les personnes qui l'élèvent. Puis, ma tante Sharon a pris l'appel. Parce que, bien sûr, elle était là. La petite sœur de Carole. Le cœur de fond de toutes les représentations que ma mère ait jamais données. Ma chérie, c'est une petite fille théâtrale, a affirmé Sharon. Elle t'a appelé parce qu'il y avait de l'orage, et qu'elle voulait de l'attention. Tu interprètes trop. J'ai demandé gentiment à Sharon, quand est-ce qu'elle avait vu l'intérieur de ce réfrigérateur, pour la dernière fois. Il y a eu un silence. Puis Carole a repris la parole, d'un ton neutre et définitif. Si tu continues comme ça, nous déménagerons. Nouvelle école, nouvelle ville, et tu ne sauras pas où. Ce n'était pas une menace en l'air. C'était une stratégie, énoncée à haute voix. Et elle s'est entendue le dire, et ne s'est pas rétractée. Je lui ai dit que j'allais réfléchir à tout ce qu'elle avait dit. J'ai raccroché, et je suis resté très immobile. Elle pensait que la menace m'effraierait pour me réduire au silence. Ce qu'elle a fait, c'est me confirmer qu'elle se savait vulnérable. Les personnes qui sont certaines de n'avoir rien fait de mal, ne menacent pas de disparaître. Le lendemain matin, j'ai fait une seule demande, polie et formelle, par écrit. De la même manière que je demanderais des dossiers, à n'importe quel sujet d'un audit. En tant que tante de Lily, et sa plus proche parente par le sang après ses grands-parents. J'ai demandé à voir le bilan comptable annuel, pour les prestations de survivants. Le rapport que tout bénéficiaire représentatif est censé conserver dans ses dossiers. J'ai formulé cela comme une inquiétude, et non comme une accusation. Je n'ai mis aucun avocat en copie, je n'ai nommé aucune agence, et je n'ai proféré aucune menace. J'ai simplement demandé au papier de parler. La réponse est venue de mon père. Et elle m'en a dit bien plus, que n'importe quel document n'aurait pu le faire. Il n'a pas dit, bien sûr. Et il n'a pas dit, le voici. Il a dit que ça ne me regardait pas. Que le gouvernement n'avait aucun problème avec leur façon de faire. Et que si je contactais la moindre autorité, il s'assurerait que je ne revois jamais Lily. J'ai lu cet email, 4 fois. Je ne pouvais pas extraire un dossier fédéral depuis la table de ma cuisine. Et je ne vais pas prétendre le contraire. Ces dossiers ne sont pas quelque chose qu'une tante inquiète peut simplement consulter. Mais je connaissais les règles. Un grand-parent bénéficiaire doit fournir cette comptabilité chaque année. Et le fait de ne pas la déposer constitue, dans le langage de l'agence qui surveille ces choses, un indicateur d'une éventuelle utilisation abusive. Je savais aussi à quoi ressemblait le comportement d'un bénéficiaire honnête. Et ce n'était pas ça. Un bénéficiaire honnête vous remet les reçus et vous dit bon débarras. Il ne menace pas de cacher l'enfant. Donc, je n'avais pas encore de preuves. J'avais un refus qui se comportait exactement comme des aveux. Une règle qu'ils enfreignaient presque certainement. Et une idée très claire de qui pourrait extorquer le reste, une fois qu'un tribunal serait impliqué. Dans mon métier, nous avons une expression discrète, pour le moment où un sujet cesse de coopérer, et commence à menacer. Nous appelons cela, la conscience de la culpabilité. Je venais de voir mon propre père, en faire la démonstration par écrit, en y apposant son nom. J'ai construit le reste, de la même manière que je construis n'importe quel dossier. Brique par brique, en toute légalité. Sans jamais faire, ce que les films adorent. L'enregistrement secret, ou la caméra cachée. Je n'ai pas besoin de mise en scène. J'ai besoin de documents. Parce que les documents ne deviennent pas nerveux à la barre des témoins. Et ils ne changent pas leur version de l'histoire. J'ai demandé les dossiers scolaires de Lily, en tant que membre de la famille, et ils ont raconté leur propre histoire silencieuse. 11 absences, en un seul semestre. Une place permanente sur la liste des repas gratuits. Liste dont j'étais heureuse qu'elle existe, mais qui me rendait malade à l'idée que ce soit son seul repas fiable. Un mot d'une institutrice, concernant une enfant, qui demandait à rapporter les restes du goûter à la maison. J'ai découvert les lacunes dans son suivi médical. 2 ans sans les visites de contrôle qu'une enfant de 8 ans devrait avoir. Pas de dentiste. Et une ordonnance périmée, que personne n'avait renouvelée. Rien de tout cela n'était un bleu ou un hématome. Tout cela formait un schéma. Et les schémas,
c'est exactement mon domaine. J'ai commencé une chronologie. Une vraie. Avec les dates sur le côté gauche, de la façon dont je la construirais pour un jury. L'argent qui entre. L'argent qui sort. Les besoins d'une enfant non satisfaits, mis en parallèle avec les envies d'un couple d'adultes, comblés dans leur intégralité. J'ai appelé le département de droit de la famille, d'un cabinet pour lequel j'avais effectué des travaux d'expertise judiciaire. Et j'ai demandé, de manière hypothétique, ce qu'il faudrait pour agir. La réponse a été une douche froide, et exactement ce à quoi je m'attendais. Les tribunaux avancent lentement. Les tribunaux privilégient la stabilité. Les tribunaux n'arrachent pas des enfants à leurs grands-parents, sur la simple parole d'une tante, qui vit à 2 heures de route. Peu importe à quel point le réfrigérateur est vide. Il me faudrait un dossier en béton armé. Alors, j'en ai fait un dossier en béton armé. Et tous les 2 ou 3 soirs, j'appelais un téléphone à clapet rose et fissuré, et une petite voix répondait. Je gardais un ton léger, et je posais mes questions avec douceur. Parce que la dernière chose dont cet enfant avait besoin, c'était de se sentir comme une simple pièce à conviction. Ces appels téléphoniques sont devenus la colonne vertébrale de toute l'affaire. Même si je ne les avais pas prévus ainsi. Lily répondait à la première sonnerie. Toujours. Comme si elle avait tenu le téléphone dans sa main. Et nous parlions de tout et de rien pendant quelques minutes, pour que cela ne ressemble pas à un interrogatoire. Ses dessins. Un livre de la bibliothèque, qu'elle avait caché sous son matelas, pour éviter qu'on ne le lui prenne. Puis, de cette manière désinvolte avec laquelle les enfants vous racontent les pires choses, les détails finissaient par arriver. Le garde-manger est fermé, parce que grand-mère dit que je grignote trop. Elle n'avait pas de manteau d'hiver à sa taille. Elle portait celui de l'année dernière, avec les manches au niveau des coudes. Certains soirs, il sortait, et elle restait à la maison. Avec les lumières éteintes, pour que la facture d'électricité n'augmente pas. Un soir, alors qu'elle parcourait son téléphone, avec moi au bout du fil, pour trouver une photo qu'elle voulait me montrer. Elle s'est tue. Tata, a-t-elle dit. Il y a un numéro ici, qui dit au papa. Je lui ai demandé de me le lire. Elle l'a fait lentement, un chiffre à la fois. Je l'ai noté, et je l'ai fixé du regard. Mon frère Daniel était parti depuis 1 an et demi. Et la version officielle de la famille, c'était qu'il s'était effondré après la mort de Ruth, qu'il avait abandonné sa fille, et pris la fuite. J'y avais à moitié cru. De la même manière qu'on croit à moitié le pire sur les gens, quand on est fatigué, et loin d'eux. Mais voici qu'était son numéro. Bien vivant dans le téléphone de sa fille. Sauvegardé par un homme, qui a l'intention de revenir. L'as-tu déjà appelé, ai-je demandé. Grand-mère l'a enlevé de mes contacts, a répondu Lily. Je l'ai remis dans la partie notes, pour qu'il ne le voie pas, 8 ans, et déjà plus intelligente pour préserver la vérité, que les adultes chargés de l'élever. J'ai pris une note ce soir-là. Le genre que je ne perds jamais. De préserver ce petit téléphone, et tout ce qu'il contenait. Avant que quiconque ne pense à l'effacer. Je lui ai dit que je l'aimais. Puis, j'ai raccroché, et j'ai composé le numéro. Ça a sonné 6 fois. Un homme a répondu. Il avait l'air plus vieux que mon petit frère, mais sa voix était exactement la sienne. Allô. J'ai prononcé son nom. Il y a eu un silence si long, que j'ai cru que l'appel avait coupé. Et puis, Daniel a dit, d'une voix qui s'est brisée sur ce mot, Audrey, est-ce que Lily va bien? Et toute l'histoire qu'on m'avait racontée, s'est désintégrée entre mes mains. Daniel n'avait pas pris la fuite. Après le décès de Ruth, il avait sombré d'une manière, qu'il avait effrayé lui-même. Et il s'était fait admettre de lui-même, dans un programme de désintoxication, à 3 états de là. Puis, il avait accepté un contrat de longue durée, au sein de l'équipage d'un navire de pêche, au large de l'Alaska. Pour se sevrer, gagner de l'argent, et se reconstruire. Il avait confié Lily à nos parents. Parce qu'ils l'avaient supplié de le faire. Parce qu'ils avaient juré, de prendre soin d'elle. En lui disant, que c'était la meilleure chose pour tout le monde, pendant qu'il se soignait. Il avait envoyé de l'argent à la maison pour elle, chaque mois. Il avait appelé, encore et encore. Ils m'ont dit qu'elle s'épanouissait, a-t-il affirmé. Ils m'ont dit que tu les aidais. Que tu avais pris en charge une grande partie des choses. Et que je ne devais pas la perturber, en appelant trop souvent.
J'ai senti le sol se dérober sous moi. Parce qu'il m'avait raconté l'exact opposé. Il m'avait dit que Daniel l'avait abandonné. Et que je devais rester en dehors de ça, pour le bien de l'enfant. Il s'était interposé, entre un père, une sœur, et une petite fille. Et il nous avait nourris, chacun, d'un mensonge différent. Tout en empochant l'échec, des deux côtés. Pourquoi n'es-tu pas simplement rentré à la maison, ai-je demandé. Non pas comme une accusation. Mais comme une question adressée à mon frère. J'ai essayé d'appeler la maison en octobre, m'a-t-il répondu. Le numéro ne passait pas. J'ai supposé qu'il l'avait changé. Il ne l'avait pas changé. Il l'avait bloqué. J'ai dit à Daniel de s'asseoir. Et je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert. Et j'ai entendu un homme adulte se mettre à pleurer, à des milliers de kilomètres de là. Le samedi suivant, je suis retourné à Hartsboro. Parce que j'avais besoin de voir la représentation, de mes propres yeux, avant d'essayer de la démonter. Il y avait un repas partagé à l'église. Le genre de rassemblement de petites villes, où les réputations se construisent, et s'entretiennent, autour de plats en cocotte. Je me suis garé de l'autre côté du parking, et j'ai observé ma mère tenir sa cour. Carole avait affublé Lily, d'une robe propre que je n'avais jamais vue. Les cheveux brossés. Et elle la faisait parader, comme un trophée. Acceptant les doux murmures, des autres femmes. Quelle bénédiction. Vous êtes des saints, tous les deux, de l'avoir recueillie. Tout le monde ne le ferait pas. Carole a pressé une main sur sa poitrine, et a répondu qu'elle ne faisait que ce que n'importe quelle grand-mère aurait fait. Roy se tenait à côté, avec l'air d'un homme bourru mais noble. Et Sharon resservait de la limonade, en hochant la tête en signe d'approbation. J'avais apporté un petit sac de course, et un manteau à la taille de Lily. Et quand je me suis approché, la température de tout le cercle a chuté. Audrey a lancé ma mère, avec un sourire brillant et tranchant comme du verre. Nous ne t'attendions pas, une cousine que je n'avais pas vue depuis des années, m'a touché le bras. Et m'a dit à voix basse, comme si elle me faisait une faveur, après tout ce qu'ils ont sacrifié. Tu veux vraiment leur prendre l'enfant, en plus? Et voilà. L'histoire qu'ils avaient semée, dans la terre tout autour d'eux. Les grands-parents dévoués. Et la tante jalouse et sans enfant, qui voulait détruire un foyer heureux. Je n'ai pas argumenté. On ne peut pas contredire une histoire qui a été arrosée pendant toute une année. Je me suis simplement agenouillé. J'ai aidé Lily à enfiler le manteau, et j'ai observé son visage, quand les manches sont descendues au-delà de ses poignets. Elle m'a regardé, comme si j'avais accompli un miracle. Un manteau à sa taille. Voilà ce qui passait pour un miracle, dans sa vie. Je me suis levé, j'ai dit un au revoir poli au cercle, et j'ai décidé que j'en avais fini, avec la politesse. Au cours de la semaine suivante, j'ai construit la chose, qui a tout changé. Et je veux la décrire simplement. Parce que c'est ce que je vous demanderai de garder à l'esprit, pour la suite de cette histoire. Je ne pouvais pas assigner une banque à comparaître, depuis ma cuisine. Cela viendrait plus tard, par le biais d'avocats, et d'une ordonnance du tribunal. Ce que je pouvais faire, c'était d'en reconstituer la forme globale, à partir des pièces déjà à ma portée. Je connaissais le montant des allocations. Je savais que les chèques de survivants arrivaient à date fixe, le 3 de chaque mois. Aussi régulier qu'un battement de cœur. Avec l'allocation de garde familiale, qui suivait de près. J'avais ce que Daniel pouvait me remettre légalement. Ses propres relevés de l'argent, qu'il avait viré vers ce foyer. Et j'avais ce que toute personne dotée Dieu pouvait voir dans cette maison. La nouvelle télévision, le mobilier de jardin, et la brochure de croisière datée. Celle que j'avais observée, appuyée contre une corbeille à fruits vides. J'ai étalé tout cela, de la seule manière que je connaisse. Un grand livre de comptes clairs, avec les dates alignées sur le côté. L'argent dû à une enfant, d'un côté. De l'autre, une vie confortable que personne n'avait méritée. Avec une croisière de cette nuit avec balcon, réservée quelques jours seulement après l'arrivée d'une allocation. Et dans l'espace où les dépenses de Lily auraient dû se trouver. Les courses, le manteau d'hiver, et le dentiste. Il y avait un silence, que l'on pouvait presque entendre. Je ne pouvais pas encore prouver les retraits au casino. Ni les frais de salon de beauté, ou les commandes sur catalogue. Mais je savais qu'ils étaient là.
De la même manière que l'on sait qu'un mur est creux, avant même d'avoir tapé dessus. Je n'étais plus en colère. J'avais quelque chose de bien mieux que la colère. J'avais le squelette d'un dossier. Et je savais exactement quelle ordonnance de tribunal y mettrait de la chair. J'ai tout apporté à une avocate en droit de la famille, nommée Patricia Hay. Une femme de l'âge de ma mère, avec des lunettes de lecture sur une chaîne. Et qui n'avait absolument aucune patience pour la cruauté déguisée en devoir. Elle a lu le registre sans un mot. Me l'a fait glisser sur le bureau, et a dit, « Eh bien, vous montez un dossier soigné, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu que c'était la seule chose pour laquelle j'étais doué. Elle m'a expliqué la marche à suivre. Et elle s'est montrée prudente, comme le sont les bons avocats. Sans jamais promettre ce qu'un juge ferait. Nous allions déposer une demande de garde d'urgence. En faisant valoir que le bien-être de Lily était en danger. Nous allions exiger formellement, par l'intermédiaire du tribunal, l'intégralité du bilan de tutelle et des paiements, que personne n'avait jamais produit volontairement. Et le tableau financier que j'avais dressé ne suffirait pas à lui seul à sortir Lily de cette maison. Ce n'était pas comme ça que ça marchait. Mais, associé au dossier scolaire, aux lacunes médicales, et à un contrôle des services sociaux. Cela pourrait pousser un tribunal à agir. Et cela pourrait déclencher un examen distinct de la façon dont les allocations avaient été gérées. L'utilisation abusive des prestations de survivants d'un enfant est en soi une affaire sérieuse. Patricia m'a dit, l'agence peut exiger le remboursement intégral. Elle peut transmettre le dossier plus loin. Ce ne sera pas devant notre tribunal. Mais c'est une porte qui s'ouvrira une fois que les chiffres seront sur la table. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous comprenez ? Je ne peux pas vous garantir qu'ils iront en prison. Je lui ai répondu que je ne les voulais pas en prison. Je voulais Lily, assise à une table avec de la nourriture dessus. Et avec un père, qui avait le droit de l'appeler. Alors, mettons ces documents devant un juge, a-t-elle conclu. Et laissons les documents faire le travail. C'était là toute la stratégie. Pas une seule voix qui s'élève. Seulement la vérité. Déposée en 3 exemplaires, et en temps voulu. Ils l'ont senti venir, de la même façon que les animaux sentent la météo. Le lendemain du jour, où le cabinet de Patricia a envoyé la première lettre officielle. Les appels téléphoniques à Lily sont devenus plus difficiles à passer. Elle répondait, puis se taisait. Avant de murmurer que sa grand-mère était dans l'encadrement de la porte. Un soir, elle a pu parler peut-être 10 secondes, avant que la ligne ne coupe. Et quand j'ai rappelé, je suis tombé directement sur la messagerie. Le lendemain après-midi, Lily a réussi à envoyer un seul texto. Tapé de cette manière lente et prudente, typique d'un enfant qui n'est pas sûr d'en avoir le droit, ils ont pris mon chargeur. Je suis restée assise, avec mon téléphone dans la main. Et je me suis forcée à respirer. Ma mère avait commencé à travailler Lily directement. J'ai appris plus tard de quelle manière elle s'y prenait avec elle. Tante Audrey essaie de briser notre famille. Tante Audrey ne veut pas vraiment de toi. Elle veut juste gagner. Si tu pars avec elle, tu ne reverras plus jamais grand-mère et grand-père. Et ne serait-ce pas triste ? Elle avait 8 ans. Et il lui apprenait à avoir peur du seul adulte qui se battait pour elle. Carole a également appelé, elle-même, le cabinet de Patricia. Douce comme un agneau. Pour dire qu'il y avait eu un malentendu. Et que, bien sûr, elle serait heureuse de tout clarifier. Et au fait, ils envisageaient de déménager, pour se rapprocher du frère de Roy, dans un autre état. Pour la stabilité de Lily. Et ne serait-il pas dommage de perturber tout ça avec un litige ? Patricia me l'a traduit, en une seule phrase, elle vient de nous dire qu'elle risque de prendre la fuite. Et ce, sur une ligne enregistrée, auprès d'un avocat. J'ai failli rire. Les personnes qui aiment le contrôle ne peuvent s'empêcher de raconter leur propre plan. C'est ce même instinct qui pousse un fraudeur à conserver son fichier Excel. J'ai dit à Patricia que nous devions agir avant que le camion de déménagement ne le fasse. Elle était déjà en train de rédiger la requête. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et pour une fois, je n'ai même pas essayé. Nous avons tout déposé dans les 72 heures. Et la requête a fait ce que les requêtes font, lorsqu'une réelle préoccupation y est attachée.
Elle a déclenché un contrôle des services sociaux du comté. Je n'étais pas autorisé à être présente. Ce qui fut, en soi, une forme de torture. Assise dans la salle d'attente de Patricia, pendant qu'un inconnu parcourait cette maison. Mais le rapport, quand il est arrivé, se lisait comme s'il avait été copié de mes propres notes, par quelqu'un qui ne m'avait jamais rencontré. L'assistante sociale a documenté le réfrigérateur. Le même bourdonnement, presque à vide, devant lequel je m'étais tenu, des semaines auparavant. Sauf que maintenant, c'était officiel. Photographié, et daté dans un dossier gouvernemental. Le garde-manger cadenassé. Une enfant portant des vêtements trop petits. Dans une maison, avec une nouvelle télévision, et un salon de jardin. Et le détail qui a glacé le sang, même à l'assistante sociale. Celui qu'elle a décrit, avec ses propres mots. Elle avait trouvé, dans le sac à dos de Lily, caché sous son matelas, et dans une poche de manteau. De petites réserves de nourriture dissimulées. Des biscuits salés, une barre de céréales. La moitié d'un sandwich, emballé et conservé. Une enfant qui accumule de la nourriture, est une enfant qui a appris, quelque part, profondément et très tôt, que la nourriture n'est jamais garantie. Vous pouvez contester beaucoup de choses, devant un tribunal de la famille. Vous ne pouvez pas contester, l'indice de masse corporelle d'un enfant. Le rapport de l'assistante sociale, n'utilisait pas les mots de ma mère. Il ne disait pas que l'enfant, était nourri et logé. Il disait que l'enfant, présentait des signes de négligence chronique, et d'insécurité alimentaire. Dans un foyer disposant, d'un revenu discrétionnaire apparent. Revenu discrétionnaire apparent. Tout le dossier, résumé en 4 mots glaciaux. J'ai lu le rapport 2 fois. Et puis, j'ai appelé Daniel, qui était déjà dans un vol vers l'Est. Je lui ai dit, que c'était devenu réel, à présent. C'était consigné dans le dossier. Et qu'il devait venir directement à Hartsboro. Parce que sa fille, allait avoir besoin de son père, dans une salle d'audience. Ma mère ne perd pas en silence. La contre-attaque est venue vite. Et elle était plus moche, que ce à quoi je m'étais préparé. Elle a engagé son propre avocat. Et a réécrit toute l'histoire, dans son langage à lui. J'étais la tante amère et sans enfant. Qui avait débarqué, après des années d'absence. Pour voler un petit enfant, par dépit. Je n'avais jamais proposé mon aide, disait-il. Jamais envoyé un sou, jamais rendu visite. Jusqu'à ce que, soudainement, je veuille la garde. Chacune de ces affirmations, était l'exact opposé de la vérité. Et c'est ce qui les rendait efficaces. Une inversion pure et simple, et plus difficile à combattre, qu'un banal mensonge. Ils ont raconté aux proches, à l'église, et à quiconque voulait l'entendre. Que le gouvernement était utilisé comme une arme, contre 2 personnes âgées. Qui n'avaient rien fait d'autre, qu'aimer un enfant, dont personne d'autre ne voulait. Et ça a marché, sur certains d'entre eux. Des cousins ont cessé de me rappeler. Un vieil ami de la famille, m'a envoyé un message que je ne répéterai pas. La pression était constante. Elle était conçue, pour me faire douter de moi-même. Et il y a eu des nuits, où ça a failli marcher. Mais il y avait une fissure dans leur mur. Et son nom, c'était Sharon. Ma tante m'a appelé tard, quand elle a pensé que Carole dormait. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Elle a tourné autour du pot. Sur le fait que Carole avait toujours été la plus forte. Sur le fait qu'elle-même, avait simplement suivi le mouvement. Qu'elle s'était convaincue, que l'argent de babysitting qu'elle avait pris, était inoffensif. Puis, sa voix a baissé. Cet enfant cache vraiment de la nourriture, a-t-elle dit. Je l'ai vu. Je m'étais dit, que c'était une phase. Un long silence. Je ne dors pas bien, ces derniers temps, Audrey. Je ne l'ai pas réconfortée. Je ne suis pas fier, du peu de compassion que j'ai ressenti pour elle, à cet instant. Mais j'ai pris note, de la même façon que je note tout. Que le cœur, commençait à perdre le rythme. Et qu'un témoin effrayé, qui n'arrive pas à dormir, devient parfois, un témoin honnête. Le lendemain matin, j'ai rapporté à Patricia, chaque mot de cet appel. Puis, nous avons heurté le mur contre lequel j'avais été mis en garde. Et ça m'a coupé le souffle. Bref, lors de la première audience. Une audience brève, juste pour fixer le calendrier.
La juge a refusé de retirer Lily du domicile avant l'audience complète. Les tribunaux favorisent le statu quo. Surtout avec les grands-parents. Surtout lorsque les proches qui élèvent un enfant peuvent mettre en avant une année entière de stabilité. Et qu'ils ont un avocat pour le mettre en avant à leur place. Lily resterait où elle était, jusqu'à ce que l'affaire soit entièrement entendue. Des semaines plus tard. Patricia m'avait dit que cela pourrait arriver. Mais savoir que cela pourrait arriver n'a en rien atténué le choc. J'ai conduit les 2 heures pour retourner à Belhaven, ce soir-là. Et je l'admets. Je suis resté assise dans ma voiture, dans l'allée sombre, et j'ai posé mon front sur le volant. Des semaines. Des semaines entières de ce réfrigérateur, et de ce cadenas. Et de ma mère, chuchotant à l'oreille de ma nièce. Mais j'ai appris, en 20 ans passés à traquer de l'argent dont les gens jurent qu'il n'a pas disparu, que la lenteur n'est pas synonyme de défaite. Les chiffres n'ont pas de date de péremption. Une vérité documentée ne fait que se renforcer avec le temps. Tandis qu'un mensonge doit être constamment entretenu. Alors, je me suis rendu utile, au lieu de paniquer. J'ai obtenu une ordonnance du tribunal pour mettre en place de brefs appels téléphoniques supervisés avec Lily. Afin qu'il ne puisse plus couper la ligne. J'ai pris contact avec l'assistante sociale pour que le dossier reste actif. Et j'ai dit à Lily, lors de l'un de ces appels sous surveillance, avec la voix la plus calme dont j'étais capable, que cela prenait plus de temps que je ne le voulais. Mais que je n'irais nulle part. Que je serais présente, dans cette salle d'audience. Et que la vérité était en marche, même si cela semblait lent. Promis, a-t-elle demandé. Je ne fais jamais de promesses, que je ne peux pas tenir. Celle-là, je l'ai faite. Puis je suis rentré chez moi. Et j'ai construit la pièce à conviction, qui la tiendrait. Daniel a atterri, et a conduit directement jusqu'à chez moi. Et quand il a franchi ma porte, j'ai failli ne pas le reconnaître. Et puis, absolument. Plus mince. Plus stable. 1 an et demi de travail acharné, et d'une honnêteté encore plus rude, gravée sur son visage. Il avait apporté son propre dossier. Parce que le chagrin l'avait rendu prudent lui aussi. Il avait 18 mois de certificat de réussite, de son programme de désintoxication. Ses fiches de paie du bateau. Et la chose qui m'a coupé le souffle. Les relevés de ses virements d'argent mensuels, versés à la maison, sur un compte que mes parents contrôlaient. De l'argent qu'il croyait destiné à nourrir et à habiller sa fille. Empilé juste au-dessus des prestations de survivants, qu'ils utilisaient déjà de manière abusive. Je veux être prudente ici, car son argent n'est pas le cœur de l'affaire. Les prestations de la sécurité sociale sont des avantages publics documentés. Et légalement dus à Lily. Mais les transferts de Daniel corroboraient le tout. Il montrait un père, essayant de faire de son mieux, à des milliers de kilomètres de là. Pendant que les occupants de la maison prenaient de toutes les mains qui se tendaient vers cet enfant. Pour ne lui en donner presque rien. Il s'est assis à la table de ma cuisine. Et a lu mon registre, puis le rapport de l'assistante sociale. Et ses mains ont tremblé. Je l'ai laissé avec eux, a-t-il dit. Je croyais bien faire. Je pensais que me soigner était la bonne chose à faire. Je lui ai dit la vérité. Parce qu'il en avait plus besoin que de réconfort. Te soigner était la bonne chose à faire. Leur faire confiance a été l'erreur. Et c'était une erreur que n'importe quelle personne décente ferait à propos de ses propres parents. Parce que l'alternative est impensable. Jusqu'à ce qu'elle soit sous vos yeux, dans un dossier du gouvernement. La juge va-t-elle me la rendre, a-t-il demandé. Je lui ai répondu que je n'en savais rien. Je lui ai dit ce que je savais, par contre. Qu'il allait se lever dans cette salle d'audience, et dire la vérité. Et qu'à nous deux, nous formions un mur, qu'il ne pourrait pas franchir, par de simples discours. La semaine précédant l'audience complète, les relevés bancaires, que je n'avais pu que deviner jusqu'alors, sont enfin arrivés. Extorqués par le biais du tribunal, une fois la requête de Patricia déposée. Et ils ont confirmé ma reconstitution, au euro près. J'ai donc fait ce que je sais faire de mieux. Et je l'ai fait, pour le dossier le plus important de ma vie. J'ai construit la pièce à conviction. Pas de la mise en scène. De l'architecture. Une seule frise chronologique,
qu'une personne sans aucune formation comptable pouvait comprendre en 90 secondes. L'argent qui entre, daté. L'argent qui sort, daté. La croisière, réservée 4 jours après un versement. Les retraits au casino, regroupés au début de chaque mois. Exactement là, où j'avais dit à Patricia qu'il serait. La ligne vide, là où les besoins de l'enfant auraient dû figurer. À côté de cela, les dossiers scolaires. Les lacunes médicales. Les photographies de l'assistante sociale, montrant ce réfrigérateur bourdonnant, et presque vide. Et une chose de plus. La plus petite, et peut-être la plus lourde de sens. Dès la première semaine, j'avais signalé le téléphone à clapet rose fissuré de Lily, comme une preuve. Et j'avais dit à Patricia de le faire préserver, avant que quiconque ne pense à l'effacer. Maintenant, avec les historiques d'appels officiellement en main, je pouvais enfin lire l'intégralité du registre, qu'il avait conservé. 14 appels. 14 fois où cet enfant avait essayé de me joindre, moi ou son père, au cours de ces mois. Et les nuits où les appels n'aboutissaient pas, s'alignaient au jour près, sur les périodes où ses grands-parents prenaient son téléphone pour le charger. Un téléphone qu'ils avaient qualifié de simple jouet, avait conservé la vérité tout ce temps. J'ai organisé le tout dans un classeur, avec des intercalaires et un index. J'en ai fait 3 copies. Et, la veille de l'audience, je les posais sur la table de ma cuisine, et je les contemplais, pendant un long moment. Il y a un sentiment qu'on éprouve parfois, quand un dossier est enfin complet. Quand chaque chiffre a sa place, et que plus rien n'est laissé en suspens. Ce n'est pas du triomphe. C'est plus silencieux que ça. C'est le sentiment qu'une chose est vraie, et d'être enfin capable de le prouver. J'ai fermé le classeur, je l'ai posé près de la porte. Et j'ai préparé mes vêtements pour le lendemain matin, comme un soldat, à la veille d'une bataille. Cette même nuit, très tard, mon appel supervisé avec Lily a été connecté. Et sa voix était encore plus faible que d'habitude. L'audience avait lieu le lendemain matin. Et, d'une certaine façon, elle en mesurait l'importance. Grand-mère dit que, si la juge t'écoute, je devrais quitter ma chambre, a-t-elle dit. Elle dit que tu m'emmèneras loin de tout le monde. J'ai fermé les yeux. Ma mère continuait de manigancer, jusqu'à la dernière seconde. Apprenant à une enfant, à avoir peur de son propre sauvetage. J'ai gardé un ton posé, comme je l'avais fait tout au long de cette longue épreuve. Car Lily avait vu bien assez d'adultes perdre leur sang-froid devant elle. Je lui ai dit que personne n'allait la faire disparaître de la vie de ceux qui l'aimaient vraiment. Je lui ai dit que demain, des adultes allaient discuter un moment, dans une pièce silencieuse. Et que son travail à elle, c'était juste d'avoir 8 ans. Et que le mien, c'était de m'assurer que la vérité soit prononcée à haute voix. Et s'il ne te croit pas, a-t-elle demandé. Et la voilà. Cette même peur que j'avais transportée sur l'autoroute, pendant 2 heures, lors de cette première nuit d'orage. Qui m'était renvoyée, à travers la voix d'une enfant. J'ai pensé au classeur près de ma porte. À chacune de ces pages. Lily, lui ai-je dit. J'ai apporté les reçus. Elle n'a pas compris la blague. Mais elle a entendu la certitude qui la sous-tendait, et c'était bien l'essentiel. Je suis toute seule, tata. J'ai tellement faim. S'il te plaît, viens. Elle m'avait dit ça, des semaines plus tôt. Et j'étais venu. Et maintenant, je devais aller jusqu'au bout. Jusqu'à traverser une salle d'audience. Endors-toi, ma chérie, lui ai-je dit. Demain, c'est le jour où les adultes écoutent enfin. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi. De toute façon, j'étais prête. Le tribunal de la famille du comté de Hartsboro est un simple bâtiment en briques, avec un mauvais éclairage, et un café encore pire. Et le matin de l'audience, il abritait tout ce qui comptait, dans cette histoire. Mes parents étaient assis avec leur avocat, un homme bien peigné, dans un costume gris. Sharon était assise, derrière eux. Quelques membres de la famille remplissaient la tribune, présents pour soutenir ses seins. Daniel était assis à côté de moi, dans une veste d'emprunt, serrant son dossier. Patricia a posé notre classeur sur la table, comme s'il ne pesait rien. Ma mère s'était habillée, pour le rôle. Un cardigan doux, une petite croix en or. Le costume d'une femme, qui n'avait fait qu'aimer toute sa vie. Son avocat a ouvert la séance, exactement de la manière que nous attendions. Il a parlé de 2 personnes âgées dévouées,
avec un revenu fixe. Qui avait recueilli un petit enfant orphelin, quand personne d'autre ne voulait le faire? D'un fils qui avait abandonné son enfant. D'une tante qui avait été absente pendant des années, et qui maintenant, par amertume, cherchait à détruire le seul foyer stable que cette petite fille ait jamais connu. Il a prononcé le mot « stabilité » de la manière dont un magicien répète une formule magique, encore et encore. En espérant que la répétition tienne lieu de preuve. Il a désigné, d'un geste, le cardigan de Carole. Et le hochement de tête grave de Roy. Il a peint, en somme, le tableau qu'il peignait depuis un an. Et pendant quelques minutes, dans cette pièce éclairée au néon, j'ai regardé la juge l'écouter avec un visage neutre. Et j'ai senti la vieille peur refaire surface. Puis, Patricia s'est levée. Elle a déclaré que la vérité était bien plus simple que tout cela. Et elle a demandé de parcourir le dossier avec le tribunal. J'avais dit à Patricia que je n'avais pas besoin de faire un discours. Toute la stratégie de ma vie, c'est de laisser les documents faire le discours. Nous avons donc projeté la pièce à conviction sur l'écran. Une page claire à la fois. Et j'ai répondu aux questions de la juge, avec cette voix plate et précise, que j'utilise avec mes clients. Pas d'adjectifs. Seulement des dates, et des euros. Voici la prestation de survivant, déposée le 3 de chaque mois. Voici l'allocation de garde familiale. Voici la croisière. Avec balcon, cette nuit. Voici la date, à laquelle la compte a été prélevée. 4 jours après le versement d'une allocation. Voici les retraits au casino, concentrés au début de chaque mois. Voici la nouvelle télévision. Le mobilier de jardin. Les frais de salon de beauté. Les commandes sur catalogue. Et voici, votre honneur, la ligne pour l'enfant. Les courses, les vêtements. Les soins médicaux. Un manteau à sa taille. J'ai laissé le silence peser sur la brièveté de cette ligne. Ensuite, les dossiers scolaires. Les 11 absences, les repas gratuits, le mot de l'institutrice. Puis les lacunes médicales. Puis les photographies de l'assistante sociale. Ce réfrigérateur bourdonnant, avec sa brique de lait périmé. Et l'inventaire de la nourriture, qu'une enfant effrayée avait dissimulé un peu partout dans sa propre maison. J'ai brandi la brochure de croisière sur papier glacé. Celle qui se trouvait près de la corbeille à fruits vides. Et je l'ai placée à côté du relevé bancaire. De façon à ce que la date de départ et la date du paiement soient côte à côte. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Il y a un silence bien particulier qui s'installe dans une pièce. Quand une histoire, à laquelle tout le monde croyait à moitié, se heurte à un fait incontestable. La juge a regardé la brochure. A regardé la photographie du réfrigérateur. Puis, elle a fixé longuement ma mère, dans son doux cardigan. Et ma mère, qui s'était tamponné les yeux pour la galerie, a cessé de le faire. Patricia a laissé les chiffres respirer. Et puis, elle a fait ce que nous avions prévu. La seule fioriture, dans un dossier par ailleurs implacable. Elle m'a demandé de répéter, pour le procès-verbal, ce que ma mère avait dit sur les besoins de l'enfant, la nuit où j'avais trouvé Lily toute seule. Je l'ai répété, mot pour mot. De la même voix monocorde. Elle m'a dit, votre honneur, que l'enfant était nourri et logé. Et elle a demandé, de quoi une enfant avait besoin de plus. Patricia a laissé planer ces mots. Puis, elle a désigné l'écran du doigt. La croisière réservée, 4 jours après l'allocation. Les retraits au casino, en début de mois. Et la photographie des biscuits salés, cachés par une enfant de 8 ans. Et elle a dit doucement, à la salle d'audience, nous savons maintenant, avec précision, ce dont Madame Nichols estimait qu'un enfant avait besoin. Le dossier montre ce qu'elle a, en réalité, acheté avec l'argent de l'enfant. Cette phrase a fait son effet, de la manière dont frappe la vérité. Je l'ai regardée, se propager dans le public. La cousine, qui m'avait touché le bras au repas de l'église. Et qui m'avait mis en garde, contre la destruction d'un foyer heureux. A regardé l'écran. Puis, elle a baissé les yeux sur ses propres mains. Le vieil ami de la famille s'est agité sur sa chaise. L'histoire dont on les avait nourris pendant 1 an. Les seins d'un côté, et la tante jalouse de l'autre. S'est dissoute, dans le temps qu'il faut pour lire une date, sur un relevé bancaire.
Elle est nourrie. Elle est logée. De quoi une enfant a-t-elle besoin de plus? Ma mère avait bâti toute une défense sur cette phrase. Et elle venait de devenir l'élément le plus accablant de la pièce. De l'autre côté de l'allée, j'ai vu le moment exact où Carole a compris que ses propres mots s'étaient retournés contre elle. C'est à cet instant-là qu'elle a craqué. Et je veux le décrire honnêtement. Parce que, pendant un an, ces gens s'étaient approprié l'histoire de qui était calme et qui était déséquilibré. Et la salle d'audience a regardé cette histoire s'inverser en temps réel. Carole a commencé par des larmes. Celles qu'elle maîtrisait si bien. Serrant sa petite croix en or, et disant à la juge qu'elle avait sacrifié toute sa retraite pour cet enfant. Quand le visage de la juge ne s'est pas adouci, les larmes se sont transformées en reproches. Daniel nous l'a balancé, a-t-elle lancé, la voix montant dans les aigus. Il a pris la fuite. Il nous a laissés avec un enfant que nous n'avions jamais demandé. Et maintenant, tout le monde veut nous traiter comme si nous étions les criminels. Puis, l'apitoiement sur elle-même. Savez-vous ce que nous avons sacrifié? En avez-vous la moindre idée? Et finalement, quand rien de tout cela n'a pris. La colère, qui avait été présente sous la surface pendant tout ce temps, a éclaté. Elle s'est retournée contre moi, à travers la pièce. Petite ingrate. Tu as toujours été comme ça. Croyant toujours être meilleur que nous. Son avocat a posé une main sur son bras. Elle l'a repoussé. Et mon père, qui n'avait presque rien dit, s'est penché en avant. Et a lâché la phrase qu'il m'avait répétée toute ma vie. Celle qu'il avait utilisée dans cette cuisine glaciale, des semaines auparavant. Certain qu'elle avait encore du pouvoir. Tu as quitté cette famille, a craché Roy. Tu n'as pas ton mot à dire. La juge, qui s'était montrée patiente, a posé son stylo. Monsieur Nichols, a-t-elle répondu. Avec l'autorité implacable de quelqu'un qui a entendu toutes les versions de ce discours, dans cette salle d'audience. Le mot à dire est le mien. Et j'ai vu le dossier. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois en 34 ans. La certitude de mon père s'était heurtée à quelque chose de plus dur qu'elle-même. Et toute la pièce l'a entendu se fissurer. Ensuite, ce fut le tour de Daniel. Et mon frère s'est levé dans sa veste d'emprunt, et a fait la chose la plus courageuse que je l'ai jamais vu accomplir. Il n'a pas fait de représentation. Il a simplement dit la vérité, dans l'ordre. Il a parlé au tribunal, de Ruth. Des mois où il ne pouvait pas sortir du lit. Et du programme de désintoxication, qu'il avait lui-même intégré, pour ne pas devenir un danger, pour la seule personne qui lui restait. Il leur a parlé du bateau. Des 18 mois passés en mer. De l'argent qu'il avait viré à la maison, chaque mois. En croyant que ça servait à nourrir sa fille. Il leur a raconté comment le téléphone de la maison avait cessé de prendre ses appels. Comment on lui avait dit que Lily s'épanouissait. Et qu'appeler trop souvent ne ferait que la perturber. J'ai confié ma petite fille à mes parents, a-t-il dit. Et sa voix ne s'est pas brisée, cette fois-ci. Elle est juste devenue très calme. Ils se sont servis de ça. Ils se sont servis de moi. Ils se sont servis des chèques qui portaient son nom. Son avocat a produit les relevés de virement. Les certificats de réussite. Les fiches de paie. Tout cela, s'alignant à côté de mon registre. Comme un second témoin, affirmant exactement la même chose. Et puis, Patricia a appelé le témoin, que la partie adverse n'avait jamais vu venir. Après cet appel tardif, et sans sommeil. Sharon avait contacté d'elle-même, le cabinet de mon avocate. Et son nom avait été discrètement ajouté à notre liste de témoins. La juge lui a fait prêter serment. Carole a sifflé le nom de sa sœur. Sharon l'a ignoré, les mains tremblantes. Elle a déclaré au tribunal qu'elle devait parler, parce qu'elle ne parvenait plus à dormir. Elle leur a parlé de l'argent du babysitting qu'elle avait pris. Des conversations qu'elle avait surprises. De la nourriture qu'elle avait vu cet enfant dissimuler. Je m'étais dit que ce n'était pas mes affaires, a-t-elle avoué. C'était mes affaires. Elle a 8 ans. Cela ne faisait pas de Sharon une héroïne. Elle avait détourné le regard, pendant 2 ans, pour une part du gâteau.
Et quelques minutes de sincérité, dans une salle d'audience, n'effacent pas cela. Mais cela a détruit le dernier mur porteur de la maison de mensonges de ma mère. Et ça l'a détruit, avec la vérité. La juge a fait une suspension de séance. Et les 20 minutes les plus longues de ma vie se sont écoulées dans un couloir beige. Avec Daniel faisant les 100 pas, et moi assise très immobile. À son retour, elle a parlé clairement. Et je vais vous le rapporter, de la même manière qu'elle nous l'a dit. Les preuves de négligence et d'utilisation abusive des allocations de Lily étaient, selon ses propres mots, substantielles et bien documentées. Elle retirait la garde de Lily à ses grands-parents dès ce jour. Elle accordait la garde à Daniel, son père. Avec un plan de transition structuré. Supervisé dans un premier temps. Et s'intensifiant, au fur et à mesure qu'il prouverait la stabilité qu'il prouvait déjà, franchement. Et elle m'a désigné, comme soutien permanent et co-tutrice temporaire. Pour encadrer la transition. Afin que Lily ne soit plus jamais séparée de sa famille, par une simple porte fermée. Quant à l'argent, la juge s'est montrée prudente. De la même façon que la loi est prudente. La question des allocations détournées, a-t-elle dit, serait transmise à l'agence compétente pour examen. Ce qui pourrait obliger mes parents à rembourser ce qu'ils avaient pris. Et pourrait ouvrir la voie à de nouvelles poursuites. Elle n'a pas promis la prison. Je n'avais jamais voulu de prison. J'ai observé le visage de ma mère lorsqu'elle a réalisé qu'elle devrait rembourser en euros ce dont elle s'était persuadée qu'elle méritait. Et que l'histoire confortable de la grand-mère dévouée était devenue un dossier gouvernemental portant son nom. Ce n'était pas la ruine. Ils garderaient leur maison. Ils se garderaient l'un l'autre. Mais ils ne garderaient pas, la juge a été très claire, cet enfant, ni l'argent de cet enfant. Et à l'autre bout de la pièce. À une petite fille qui avait murmuré dans un téléphone fissuré, par une nuit de tempête. On a annoncé, de la voix la plus douce que possédait cette femme sévère. Qu'elle rentrait à la maison, avec son papa. La première nuit. Daniel, Lily et moi, avons dîné à ma table de cuisine, à Belle-Aven. Un vrai dîner. Poulet rôti, et beaucoup trop de légumes. Et un gâteau du supermarché, sans aucune autre occasion, que celle de pouvoir le faire. Lily a mangé, comme si elle n'était pas encore sûre, que ça allait durer. Et puis, lentement. Comme si elle commençait à croire, que ce serait peut-être le cas. Elle portait un manteau à sa taille. Accroché près de ma porte, là où elle pouvait le voir. Le téléphone à clapet rose fissuré, était dans sa poche, par habitude. Même si, elle n'avait plus besoin de murmurer dedans. La semaine suivante, nous lui avons acheté un vrai téléphone. Avec le numéro de son père, et le mien. Et rien à cacher. Mes parents ont gardé leur maison. Ainsi que leur version des faits, pour les membres de la famille qui voulaient encore l'entendre. Ce qui représentait, moins de monde qu'auparavant. L'examen de l'agence a suivi son cours. Aux dernières nouvelles, on leur a ordonné de rembourser ce qu'ils avaient pris. Selon un échéancier, qui les poursuivra pendant un long moment. Je ne tire aucune satisfaction de cette partie-là. Ou pas beaucoup. Ce n'étaient pas les monstres d'un conte de fées. C'étaient deux personnes qui ont décidé que les besoins d'un enfant comptaient moins que leur propre confort. Et qui se sont raconté un doux mensonge. Jusqu'à ce qu'un registre comptable implacable rende ce mensonge impossible. S'il y a une morale, que je pourrais graver au-dessus de la porte de ce tribunal. C'est une morale très simple. Et je l'ai apprise, d'une fillette de 8 ans, avec un téléphone prépayé. Daniel a trouvé du travail près de chez moi. Et un appartement, à 2 pâtés de maison du mien. Assez près pour que Lily puisse venir chez moi à pied, après l'école. Ce qu'elle fait presque tous les jours. En jetant son sac à dos, et en pillant un réfrigérateur, que je maintiens délibérément, et glorieusement plein. Elle ne cache plus de nourriture. Cela a pris des mois. Il a fallu l'aide d'un thérapeute, et beaucoup de dîners ordinaires. Mais elle a arrêté de se cacher. Sharon m'a écrit une lettre, un jour. 3 pages, qui parlait principalement d'elle-même. Je l'ai lue, et je n'y ai pas répondu. Mais je ne l'ai pas jetée, non plus. Elle a dit la vérité quand ça comptait. Trop tard, pour de mauvaises raisons. Et après des années à détourner le regard.
Mais j'ai décidé que c'était une chose bien réelle. Même si ça n'a pas été fait, de manière tout à fait propre. Nous ne voyons plus mes parents. Peut-être qu'un jour, sous supervision. Si jamais Lily le souhaite. Ce sera à elle de décider, quand elle sera grande. Il y a des portes, que l'on laisse fermer. Et d'autres, que l'on laisse simplement à l'enfant, le soin d'ouvrir plus tard. Les liens du sang, ont fait de nous des parents. C'est le fait d'apparaître pendant une tempête. De construire la vérité, une ligne à la fois. Et de refuser de détourner le regard. Qui a fait de nous, une famille? Voilà mon histoire. Un appel effrayé. 2 heures de conduite sous la pluie. Et un dossier de fait, qui a résonné plus fort, que n'importe quelle dispute ne l'aurait jamais pu. Si cela vous a rappelé, que le courage silencieux, et un dossier en béton armé, peuvent protéger un enfant, lorsque les bonnes intentions ne suffisent pas. Prenez-le comme un signe, pour aller vérifier comment va cet enfant, dont personne d'autre ne se soucie. Partagez ceci, avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.